L'Hercules C-130, un avion remarquable, est encore en production 35 ans après son lancement. Le 1900e exemplaire fabriqué est sorti de l'usine Lockheed à Marietta en Géorgie il n'y a pas très longtemps. Cet avion a toujours la même allure et pourtant il n'y a pas grand-chose qui n'ait pas été modifié. L'Hercules de 1950 a évolué et est devenu sophistiqué comme tous les appareils d'aujourd'hui. Robert Gross, le patron de Lockheed, avait prévu que l'Hercules volerait longtemps. L'US Air Force et l'armée de terre américaine, qui cherchaient à remplacer leurs gros avions de transport qui vieillissaient, étaient prêts à passer à la réaction. En fait, ce qu'ils cherchaient et qu'ils ont obtenu tenait du camion, de la Jeep et de l'avion. Ils voulaient un avion de transport tactique avec des caractéristiques tout à fait particulières. Par exemple, ses possibilités de chargement et de déchargement impliquaient que toute la partie arrière de l'avion s'ouvre. Bien d'autres exigences tout à fait spéciales, et beaucoup de ceux qui avaient vu les plans, dont Kelly Johnson, considéraient qu'ils n'avaient jamais vu d'avion aussi horrible. Le C-130 a volé pour la première fois le 7 avril 1935. Il y a longtemps que j'ai volé dessus pour la première fois, mais je peux vous dire que dès le premier vol, on a su que c'était le meilleur appareil de transport possible. En ce moment, on produit 3 C-130 par mois. Dans le passé, on en a fabriqué jusqu'à 18 par mois. Les ingénieurs de chez Lockheed continuent de travailler sur de nouvelles versions pour prolonger la production du C-130 jusqu'au siècle prochain. Au fil des ans, l'Hercules a grandi en taille, en rayon d'action et en performance. Le modèle B était déjà un appareil bien meilleur. Ses moteurs 4 Allison T56A7 étaient plus puissants. Des hélices à 4 pales avaient remplacé les anciennes qui n'en avaient que 3. Son rayon d'action avait été porté à 6500 km. Il avait aussi été modifié pour raccourcir sa distance de décollage. Et Lockheed a aussi développé une version qui utilisait l'effet de couche limite en ajoutant 2 réacteurs à ses 4 turbopropulseurs. Le flux d'air envoyé par les réacteurs sur ses surfaces de contrôle augmentait sa portance et le rendait capable de décoller au bout de 120 mètres de roulage. Le modèle E, produit à la demande du Military Airlift Command, avait une capacité d'emport poussée à 70 tonnes. Son évolution majeure était son rayon d'action. Il était capable de traverser l'Atlantique non-stop. Sur les terrains d'atterrissage courts et sommaires, l'Hercules se sert souvent de son système d'assistance par réacteur au décollage. Sa distance de décollage se trouve alors réduite de 450 à 250 mètres. Le H est le dernier Hercules. Un grand nombre d'améliorations en font un appareil ultramoderne. À chaque fois que les militaires ont eu besoin d'un appareil pour acheminer des troupes et du matériel, le C-130 a toujours été là. À la base du développement du Hercules par Lockheed, il y a l'introduction des turbopropulseurs sur les appareils de transport. La Navy, en adoptant le C-130, a consenti à oublier la rivalité qui l'oppose depuis toujours à l'Air Force. Les Marines, qui voulaient un appareil de transport de troupes d'assaut qui puisse aussi servir d'avion-citerne, sont à l'origine de ce projet. L'exploit le plus spectaculaire jamais réalisé par un Hercules est un atterrissage sur un porte-avions. Malgré cette réussite, la Navy a décidé que faire apponter un Hercules était trop dangereux. Aujourd'hui, la Navy se sert de l'Hercules pour des ravitaillements en vol, des parachutages et des réapprovisionnements.
Les Coast Guard se servent de C-130 modèle A pour patrouiller. Ils détectent et identifient les énormes icebergs de l'Atlantique qui représentent des dangers sur les voies maritimes les plus au nord. Les C-130H sont utilisés de plus en plus fréquemment pour repérer et surveiller les nappes de pétrole. Quand une nappe est repérée, on largue des barrières flottantes pour la contenir. Avec l'intérêt grandissant dans le monde entier pour les ressources naturelles offshore, la surveillance des côtes prend de plus en plus d'importance. Un grand nombre de pays ont étendu la limite de leurs eaux territoriales à 200 000 nautiques. Les responsables de la surveillance des côtes considèrent l'Hercules comme l'appareil idéal pour patrouiller en mer. L'Hercules existe dans 40 versions différentes, militaires ou civiles, et il est en service dans plus de 60 pays. L'Hercules a toujours été là quand on en a eu besoin. C'est lui qui a apporté des vivres en Hongrie, des secours aux victimes de catastrophes naturelles, et de l'espoir dans les endroits les plus reculés du monde. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ce camion volant soit surnommé le Samaritain du ciel. Fly fun, fly adventure, fly excitement, fly Kronhopper. Glonghopper Airlines a maintenant 2 vols quotidiens sur Bangkok. L'embarquement se fait entre 5h30 et 6h le matin. Glonghopper vous offre des correspondances de Bangkok vers toutes les villes du Nord, en plus de son confort et de son sérieux pour que vous profitiez d'un décollage parfait et d'un atterrissage en douceur. Quand vous prenez l'avion, prenez Glonghopper. Ici, en Thaïlande, le C-130 suit des routes très anciennes, déjà utilisées à l'époque où les marchandises et les personnes empruntaient les canaux. Quand vous regardez Bangkok en particulier, les canaux tout autour font que cette zone ressemble à la planète Mars. En thaï, Glong veut dire canal. C'est pour cela que nous nous sommes appelés Glonghopper Airlines. C'est notre indicatif. En Thaïlande, les Glonghopper Airlines sont des oiseaux majestueux avec une queue camouflée. On plaisante à la radio avec cela. Quant au Vietnam, j'appelais les contrôleurs au sol qui me demandaient parfois à bord de quel genre d'avion j'étais. Je leur répondais « un camion à ordures avec 4 moteurs ». C'est exactement ce que c'est. On l'appelle un cochon. En fait, on le traite de tous les noms. En particulier quand on essaye de lui faire quelque chose. Par exemple, atterrir. On lui parle comme à un enfant. De la même façon, quand on est en train de pêcher, on parle au poisson comme si on le connaissait. Sinon, vous n'attrapez rien. C'est pareil avec l'avion. On lui parle gentiment.
C'est probablement au Vietnam que l'Hercules s'est révélé le plus utile. C'est là que son potentiel a été véritablement mis à l'épreuve. Les pilotes de C-130 ont été impliqués dans cette guerre au même titre que les soldats de première ligne. L'histoire de l'Hercules en Asie du Sud-Est est aussi leur histoire. Un jour, vous faites une chose, ou plus exactement une partie de la journée, vous faites une chose, et le lendemain, vous faites quelque chose de tout à fait différent. Il y a beaucoup de changements, des missions de combat, de l'acheminement de munitions, des évacuations médicales d'urgence, récupérer des gens. Vous êtes toujours occupé. Par exemple, un jour, j'étais en mission et ils m'ont détourné pour acheminer d'urgence du sang dans une province au nord. C'était très intéressant. Je veux dire qu'on ne s'y attendait pas. On nous avait dit que notre journée était terminée. Nous y sommes allés. On a dû se débrouiller avec le plafond qui était au minimum pour atterrir sur un terrain très court. Et c'était très glissant. J'avais très peur. Mes genoux en tremblaient. Nous nous trouvons ici dans le poste de commandement du transport par air de la 34e division aérienne de Saïgon. C'est ici que sont planifiés, dirigés et contrôlés les transports par air vers le Vietnam. Les tableaux que vous voyez dans le poste de commandement servent à afficher les informations nécessaires aux missions pour les, disons, 800 à 1000 sorties que font chaque jour les C-7, les C-123 et les C-130 de la 34e division aérienne. Le C-130 opère sur 800 mètres, ce qui fait qu'il peut aller dans les zones les plus avancées, sur des pistes rudimentaires, où il y a beaucoup de trafic. Le C-130 s'est révélé être une véritable bête de somme. Quand nous étions là, nous avons été pris sous une attaque de roquettes. Nous sommes donc partis en retard et nous avons décollé, je crois, à 7h45 pour Quang Tri. À Quang Tri, nous avons chargé du matériel vital très important. Des plaques de désensablement pour des chars qui devaient se diriger vers Khe Sanh, à l'ouest. Et nous avons atterri à Quang Tri à peu près à 9h30 ce matin. À l'atterrissage, on a eu quelques problèmes avec l'avion, le train d'atterrissage avant et puis des problèmes de moteur. On a dû rester là 4 heures pour travailler sur l'avion. À peu près à 1h de l'après-midi, le poste de commandement a envoyé un autre avion pour nous récupérer. Il nous a récupérés et emmenés à Thuely, où on avait des roquettes à prendre et à ramener à Khe Sanh. Et nous avons atterri cette nuit à peu près à 4h30. Il a redécollé à 5 heures et descendu sur Da Nang pour refueler, mais retourner à Tan Son Nhut. Cela nous a pris 18 heures. Maintenant, il est 20 heures. Je suis un infirmier de l'air du 903e, un escadron d'évacuation médicale. Et il y a à peu près 20 blessés sur brancard et 53 autres qui peuvent se déplacer seuls. Ce sont les meilleurs pilotes du monde et ils se posent sur des pistes dégueulasses. Ils peuvent se poser dans un mouchoir de poche, dans les endroits les plus reculés. Ils font un travail formidable. Je crois que mon atterrissage le plus difficile s'est passé à Angkoi, sur une île au large du Vietnam, l'île de Cu Quoc. Il y a une piste de fortune, pas d'éclairage, et nous sommes arrivés là de nuit. Il faisait nuit noire, il tombait des cordes. Il y avait des lanternes et des jeeps pour éclairer la piste. Et ils ont atterri là d'une façon parfaite. On fait tout ce qu'on peut et les Vietnamiens ne vont pas attendre la fin sans bouger. C'est leur guerre et ils vont se battre encore plus dur. Et nous avons des missions comme celle d'aujourd'hui. Aller là-bas et récupérer tous ces hommes. Vous en voyez qui ont leurs jambes arrachées. D'autres sont brûlés à moitié morts. On ne voit pas cela partout. Vous avez un drôle de sentiment. Vous êtes content de les sortir de là parce qu'ils souffrent.
Vous voulez les ramener pour qu'on puisse les soigner et qu'on les soigne bien. Mais c'est aussi très déprimant. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Bien sûr, ça fait partie de la guerre. Il y a forcément des blessés. Le premier tué au combat que j'ai transporté, je ne me rappelle pas exactement où je l'ai pris, mais je savais très bien avant d'atterrir ce que je devais récupérer. Je ne me rappelle pas combien il y en avait. Mais nous étions à vide et il n'y avait rien d'autre à bord. Quand nous sommes arrivés, ils ont sorti une ambulance. C'était une ambulance banalisée. Je savais que c'était des GI tués au combat. Cela vous fait vraiment réfléchir, et comme Allen l'a dit avant, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez, ou ça pourrait être vous. C'est vraiment pénible, surtout s'il n'y a rien d'autre à bord. Que c'est juste vous et eux. Nous sommes à Khe Sanh. J'y ai passé 3 ans, une époque où on utilisait les C-130 en appui des Marines. Tous les jours, plus de 80 jours de suite, les C-130 ont fait un pont aérien avec Khe Sanh. On a dit que c'était la victoire de la puissance aérienne, mais pour nous au sol, c'était véritablement une victoire du 130. Il y avait le support aérien tactique, les ponts aériens. On avait beaucoup de travail d'appui. Il y a eu des frappes de B-52 autour du périmètre, mais il y a eu aussi des jours sans support aérien tactique. Et les 130 ont continué d'atterrir. Ils ont été touchés par des... sous ces tirs pratiquement en permanence. Et quand ils ont atterri, l'artillerie sur les collines a commencé à attaquer. On a pris l'habitude de les appeler des appâts à moteur. Il ne restait pas plus d'1 minute au sol. 60 GA avaient le temps de sortir en courant. Parfois, cela prenait un peu plus de temps pour les évacuations médicales. Ensuite, on a décidé d'utiliser un système par container, juste là-bas, un peu plus loin.
On a installé une zone de largage de 270 mètres sur 270. En fait, une zone de largage très étroite. Avec des largages faits à 600 pieds d'altitude, ils arrivaient à livrer 150 à 200 tonnes par jour. Certains matériels étaient impossibles à livrer dans des containers, car ces containers ne faisaient qu'une tonne. Par exemple, le matériel lourd pour les bunkers. Aujourd'hui, on en voit encore autour de Késane. On a alors demandé à l'Air Force ce qu'il pouvait faire. On a commencé avec un système de parachutage à basse altitude, et cela a marché pendant un certain temps. On a pu acheminer des tonnes et des tonnes de matériel et de ravitaillement. Mais ils ont continué à essayer des tirs de mortier. Alors on est passé à un autre système avec un filet d'arrêt et un crochet. On avait besoin de plus de 200 à 300 tonnes par jour de munitions. Il y a eu un tas d'hélicoptères, mais l'essentiel était amené par les 130. Cela a été pour nous une expérience de travailler avec eux. Ils nous ont aussi apporté leur appui dans le delta, de retour dans la vallée de Hachau. Avec la première équipe, ils ont perdu des avions à chaque voyage. Mais je dois dire qu'il suffit de les appeler, de leur dire où il faut aller, et ils le font. J'ai travaillé au service des transports par airlift. J'ai eu au moins 4 postes différents. L'Hercules a aussi été un appareil armé. Quand le Sud-Vietnam a envahi l'Ouless, les C-130 ont largué 7 tonnes de bombes, ce qui a permis de dégager très vite des zones d'atterrissage pour les hélicoptères. La nuit, des Hercules, modèle A, équipés d'un grand nombre de canons et de mitrailleuses, identifiaient et détruisaient des objectifs au nord.
There's a hit. It's on lower. Oh, let's go. I see. Oh, wait up on it. Okay, got any more? Wow. That's a boat? You betcha. Direct hit on tank 1 of target 4. And he's moving. Hit him right on. Oh, right! Aujourd'hui, l'Hercules est toujours utilisable pour ce genre de mission. Ce C-130A est le premier exemplaire livré à l'US Air Force. Numéro d'immatriculation 533 129. Il dispose d'une puissance de feu plus intense que n'importe quel chasseur ou bombardier. Il sert à des missions d'appui aérien rapprochées. Cet Hercules Spectre fait partie du seul groupe de réserve des forces spéciales de l'Air Force, le 919e, basé à Duke Field, en Floride. Il y a 14 membres d'équipage à bord de cet appareil. Les 5 canonniers ont la charge de 2 mini-canons de 7,6, 2 Wolfers de 40 mm et 2 Vulcan de 20 mm. S'ils étaient déclenchés simultanément, ils pourraient tirer 17 coups à la minute. Le Spectre est un C-130 capable de voir la nuit. Ses capteurs vidéo électroniques et ses systèmes infrarouges lui permettent de localiser et de détruire des cibles ennemies la nuit. Sur ces images, les opérateurs de ces systèmes et l'officier de tir travaillent avec l'officier responsable des équipements de guerre électroniques. Son travail est de repérer et neutraliser les radars ennemis. Il travaille en coopération avec l'opérateur des projecteurs pour protéger le Spectre des tirs terrestres. Il peut lancer des leurres infrarouges pour tromper les systèmes de guidage des missiles ennemis à tête chercheuse. Got a problem with 5 vehicles. TV tracking the lead vehicle. Consider on. Rapid TV primary. TV primary. That's on. That's the shot. Avec le genre de guerre qu'ils ont mené dans le sud-est asiatique, les États-Unis devaient pouvoir compter sur un appui aérien rapproché particulièrement fiable. Des appareils étaient appelés en renfort des troupes terrestres. L'Hercules a servi de quartier général volant. Le C-130 dirigeait en même temps les opérations aériennes et terrestres. Il servait aussi au contrôle de l'appui aérien. Au cours de certaines attaques, il a aussi été utilisé pour coordonner les secours.
Ce poste de commandement volant était composé de matériel de transmission et d'observation de la taille d'une petite voiture. Il pouvait fonctionner à bord du C-130 en vol ou être acheminé et installé au sol. Aujourd'hui, l'Hercules continue à servir de plateforme pour ce système. Je suis le colonel Steve Foster, le commandant du 7e Airborne Commanding Control Squadron. La principale mission du 7e ACC est le contrôle des moyens aériens tactiques dans la bataille air-sol. Nous sommes le lien entre le centre de contrôle tactique aérien et le contrôle aérien avancé, qui est la charge directe des appareils. Le 7e ACC est unique car il dispose de plusieurs équipages. Pour un officier de renseignement, un spécialiste du renseignement, c'est une des rares opportunités de mettre en pratique ses connaissances pendant le déroulement de la bataille. The intel section is unique in the fact that it is one of those few opportunities for an intelligence officer and intelligence technician to actually apply their knowledge in an ongoing fluid battlefield situation. On peut être mis en place n'importe quand, n'importe où dans le monde. It's been reported that the convoy moving down Highway 23 has reached the mobile command post. Je dois prendre en compte tous les renseignements pour les interpréter, les analyser et les utiliser pour identifier les cibles. Request target nomination and target number this time. Je passe ces informations aux inspecteurs d'opération qui prendront en charge les cibles choisies. Banger, banger, Boomer 22 flight. Boomer 22 banger. Have your words ready, copy. Roger, authenticate Lima Delta. November. Target troops in open. Tanks, trucks, APCs. Ma première responsabilité est de vérifier que les ordres soient accomplis. Je suis l'appareil pour être sûr qu'il arrive à temps sur sa cible. C'est très différent car nous n'avons pas de radar à bord. Le principal travail de nos contrôleurs est une tâche d'observation, alors que la nôtre, c'est à 100% des transmissions. Le C-130 est capable de remplir bien d'autres fonctions. La version air du C-130 avait un énorme objectif photo dans son fuselage. Il était aussi équipé d'appareils photo et d'une avionique spéciale dans sa partie cargo. Le C-130 Air servait à mettre à jour les cartes d'un grand nombre de pays en photographiant leur territoire. Des engins commandés à distance, qu'on appelle des drones, peuvent être lancés à partir de la version D des C-130. Les drones sont utilisés depuis très longtemps. Les drones ont accompli plus de 3000 missions dans le sud-est asiatique. 300 sur ces 3000 ont été perdus au combat. Parmi ces 300, 200 auraient pu être des appareils pilotés. Aujourd'hui, les drones remplissent deux types de missions, reconnaissance photo et brouillage électronique. En reconnaissance photo, le C-130D commence par lancer son drone. Il descend à 150 mètres d'altitude pour prendre ses clichés. En brouillage électronique, le drone est utilisé dans les zones les plus dangereuses. Il perturbe les radars ennemis en répandant des leurres ou en déclenchant ses brouilleurs électroniques. Le drone est contrôlé à distance par un officier à bord du C-130D. Après leur mission, les drones sont récupérés à moyenne altitude par des hélicoptères. Les équipages, à chaque fois qu'ils essayent d'attraper cette espèce d'oiseau, qui pèse plus d'1 tonne, se demandent qui va attraper qui. Cette Hercules, modèle H, sert à coordonner les secours. Les signaux de détresse qu'il a repérés sont transmis aux hélicoptères qui opèrent aussi bien sur terre qu'en mer. Le C-130, modèle J, a servi à récupérer les astronautes à leur retour de l'espace, en même temps que le matériel qui avait été mis en orbite.
Quand la capsule descendait, suspendue à son parachute, le C-130 l'a attrapé à altitude moyenne. D'autres Hercules ont testé des systèmes de récupération au sol. Ces essais ont eu pour résultat une nouvelle façon, pourrait-on dire, de monter à bord du C-130. L'Hercules modèle J a préparé le terrain de la version M, appelée Talon, ce qui veut dire en français les serres d'un oiseau de proie. Les forces spéciales ont utilisé des Talons équipés du système Fulton. Le Talon pouvait récupérer des pilotes abattus, des agents spéciaux ou du matériel qui ne devait en aucun cas tomber aux mains de l'ennemi. Les C-130M étaient pilotés par des hommes particulièrement bien entraînés. Ils pouvaient atteindre des endroits inaccessibles à la plupart des autres avions, grâce en particulier à leur radar de poursuite de terrain et à leur aptitude à voler par tous les temps. Le matériel Fulton était parachuté à l'homme qu'il fallait récupérer. Il lui fallait à peu près 20 minutes pour s'équiper. Et pendant ce temps, les équipages procédaient au dernier réglage du système Fulton. Ensuite, l'homme au sol largue un ballon gonflé à l'hélium qui positionne sa corde de récupération et prévient l'équipage de l'avion qu'il est prêt à être sauvé. Cet étrange Hercules est un avion météo britannique. Son nez est rempli de matériel sophistiqué. Ce C-130, modèle W de l'US Air Force, a une apparence plus ordinaire, mais son rôle n'en est pas moins important. On le surnomme Hurricane Hunter, chasseur d'ouragans. La plupart des pilotes essayent d'échapper au mauvais temps, mais les nôtres recherchent les conditions météo les plus mauvaises. Je suis le lieutenant-colonel Dennis Wars, commandant du 53e escadron d'observation météo. On est plus connu sous le nom de chasseur d'ouragans. Il n'y a que 2 unités de ce type dans l'Air Force et une dans les forces aériennes de réserve. Notre principale mission est de voler à l'intérieur de l'œil des cyclones ou de récolter des informations pour le centre de détection. Ils s'en servent pour prévoir le déplacement, la force et le développement des tempêtes tropicales. Les officiers météo et les opérateurs des systèmes font partie du service météo. Mais tout le reste du personnel est affecté au 53e escadron d'observation météo. Pour observer et étudier les conditions météo, la plupart du temps dans des conditions normales, vous restez au sol pour le faire. Très souvent, nous volons dans le même ouragan 3, 4, 5 jours de suite et souvent on vole 12 heures de suite. On rentre, on atterrit, on se repose 12 heures et on repart le lendemain. Pour cette mission, le navigateur est très important car on dispose d'un ordinateur pour voler d'un point à un autre. Mais dans les tempêtes, on ne vole pas d'un point à un autre. Nous essayons de rejoindre l'œil du cyclone. Ce n'est pas toujours une ligne droite. Chaque tempête est différente. Une fois qu'on est dans le cyclone, pour nous c'est le plus difficile. On n'y pense pas trop. C'est vraiment agité. Vous ne pensez qu'à essayer de travailler du mieux possible et vous y arrivez. On largue la sonde dans l'atmosphère, elle descend avec un parachute, renvoie des données qu'on analyse et qu'on transmet au centre d'observation des cyclones. Tout cela est fait en respectant la sécurité. En plus de 100 heures de vol, nous n'avons jamais eu d'accident. Ce dont je me rappelle le plus, c'est mon premier cyclone. C'était très très beau. Cela m'a beaucoup frappé et j'ai eu beaucoup de chance de voir un cyclone sous cet angle. Peu de gens ont cette chance. Je pense que ce que nous faisons est très utile pour tous les Américains.
Les missions que nous accomplissons servent à sauver des vies humaines. Cela aide les gens à s'y préparer et c'est une grande satisfaction pour nous d'accomplir ce genre de mission humanitaire. Willie Tower, 320 on the deck after GCA for a right turn off. L'Hercules a été le premier appareil de sa taille à se poser au pôle Sud. Il a révolutionné la façon d'opérer des recherches scientifiques dans cette région du monde. Le grand continent blanc s'étend sur près de 13 millions de kilomètres carrés. Pendant des siècles, le pôle Sud est resté dans sa glaciale solitude. Surmonter le froid et les distances pour relier ce point du monde a longtemps été le rêve de tous les explorateurs polaires. En 1928, Richard Byrd dirige la première expédition américaine d'importance dans l'Antarctique. Un appareil Ford trimoteur, le Floyd Bennett, faisait partie de cette expédition. Il avait été choisi pour sa taille, sa résistance et sa puissance. Il a fallu beaucoup d'efforts pour protéger l'avion. Cette région a toujours donné l'impression de résister à toute invasion aérienne. En novembre 1928, le Floyd Bennett était prêt pour son vol historique. Il avait fallu des mois d'efforts pour qu'il soit prêt à décoller dans l'Antarctique. Byrd avait prévu de faire voler le Floyd Bennett juste au-dessus du pôle Sud et de prendre des photographies aériennes. Le Floyd Bennett, avec Byrd à bord, ont décollé le 29 novembre du camp de base de Little America. Au décollage, on l'a acclamé et on lui a souhaité bonne chance. Byrd est arrivé à vaincre le froid et le vent et à survoler le pôle Sud. Il a largué un drapeau américain exactement au-dessus du pôle. C'était pour lui un moment historique. Son rêve s'était réalisé. C'était le début de l'aviation dans l'Antarctique. Byrd en avait ouvert la voie.
Dans les années 30, Byrd a accompli d'autres expéditions en Antarctique, mais pas toujours avec le même succès. Plusieurs appareils seront détruits par le vent et le froid. Et dans les années suivantes, des appareils équipés de skis et de moteurs turbopropulseurs ont permis d'explorer d'autres parties de ce continent. L'Hercules était bien équipé pour ce genre de travail. Chacun de ces skis, les plus grands jamais utilisés, faisait 6 mètres de long et pesait 1 tonne chacun. Le C-130L pouvait atterrir sur la glace exactement de la même façon que sur une piste sèche. Dès le début, les C-130L ont participé à l'opération Deep Freeze de la Navy et à d'autres expéditions scientifiques au pôle. À l'autre bout du monde, une centaine d'Hercules, rallongés en version commerciale, ont acheminé 45 000 tonnes de ravitaillement, de nourriture et d'équipement jusqu'aux champs de pétrole d'Alaska. Ce sont aussi des C-130 qui ont amené les matériaux nécessaires à la construction du pipeline. Des Hercules ont à leur actif 19 millions d'heures de vol dans des conditions de sécurité et de fiabilité exceptionnelles. Le C-130 Hercules est une véritable bête de somme à réaction, un appareil unique dans l'arsenal de l'Air Force.